vous avez bien conscience, parce qu'on a expliqué maintenant 2 fois déjà, que si vous avez de l'eau liquide dans un récipient, je prends l'exemple de l'eau, mais c'est vrai pour tout liquide, hein, d'accord ? Eh bien, nous avons compris qu'il y a toujours, à toute température, un équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur. Et on a vu, d'ailleurs il y aura un exercice comme ça pour l'examen de la semaine prochaine, qu'il existait même des formules, les thermodynamiciens se sont posés des questions, comment est-ce que je peux calculer cette pression qu'on appelle de vapeur saturante au-dessus de mon liquide pour une température donnée. Donc par exemple, la pression de vapeur saturante, dans le cas de l'eau, c'est exponentielle de 13,7 moins 5120 divisé par T en Kelvin. Alors, vous allez voir, faites, si vous voulez bien, maintenant en direct, vous, mais peut-être les gens qui regarderont un jour la vidéo sur YouTube, ils peuvent prendre leur calculatrice et remplacer ici T par la température, vous savez, limite la d'ébullition de l'eau que nous connaissons. C'est combien ? C'est 100 degrés. Vous faites 100 plus 273,15, ça fait 373,15. Vous mettez 374 par exemple ici. C'est quelque chose qui est proche de 1. D'accord ? Là, en fait, vous retrouvez qu'à 100 degrés, la pression de vapeur saturante, c'est à peu près 1 atmosphère. C'est la raison pour laquelle, dans notre cuisine, nous ne pouvons pas dépasser 100 degrés, puisque cette pression de vapeur saturante, à peu près 1 atmosphère, est la pression maximale qu'on peut obtenir dans notre cuisine. Si vous voulez augmenter la pression, vous voyez, elle se disperse dans notre cuisine. Et donc, ça veut dire qu'en fait, dans notre cuisine, la pression de vapeur saturante au-dessus de l'eau est fixée en réalité par la pression d'air au-dessus de cette pression d'eau, et donc elle est limitée à 1 atmosphère, et c'est la raison pour laquelle la température est bloquée à 100 degrés. Oui ? Et vous savez que si vous cuisinez en altitude, eh bien la pression atmosphérique étant plus faible, la température est plus faible d'ébullition, et si vous êtes dans une cocotte minute, la pression augmentant un tout petit peu grâce au système d'autoclave, alors la pression augmentant, la température d'ébullition est aussi plus forte. Si maintenant vous faites, si ici vous mettez, par exemple, la température de l'amphi, on va dire 20 degrés, donc 273 plus 20, vous mettez 293, quelqu'un peut faire le calcul, vous mettez 293 ici, cette fois-ci, faites 5120 divisé par 293, donc là on trouve à peu près 0,023, c'est des atmosphères dans cette formule. Donc ici, si on met de l'eau, et si on enferme maintenant cette eau dans un récipient étanche, l'eau va s'évaporer un tout petit peu jusqu'à atteindre la pression de 0,023 atmosphères. Et une fois que cette pression est atteinte, il y a un équilibre qui reste comme ça. Il y a 0,023 atmosphères d'eau à l'état vapeur, et en dessous, on a de l'eau liquide. OK ? Et à ce moment-là, delta G est égal à 0. La réaction n'est plus spontanée et irréversible, on est à l'équilibre. Mais parce que c'est fermé. Et vous comprenez que si vous ouvrez, eh bien, comme là, vous soufflez sur l'eau, eh bien, les molécules, même la faible pression ici, les molécules d'eau s'en vont. Donc, vous abaissez à nouveau la pression de vapeur saturante, et l'équilibre, il dit, mais moi, ça ne me plaît pas du tout. Je vais avoir 0,023 atmosphères au-dessus de ma tête, là, ou sinon, je ne suis pas à l'équilibre à cette température, et donc, l'eau s'évapore. D'accord ? Et il y a de nouveau des molécules qui s'en vont, et l'eau s'évapore. Des molécules s'en vont, l'eau s'évapore. C'est la raison pour laquelle notre linge sèche plus vite lorsqu'il y a du vent. OK ? Vous avez déjà remarqué ça ? C'est la raison pour laquelle on utilise des sèche-cheveux. Bon, moi, je n'ai pas besoin de sèche-cheveux, vous avez remarqué, mais moi, je fais juste comme ça, et puis les cheveux sont secs. Mais bon, il y en a d'autres qui ont des longs cheveux, là, comme ça. Pour sécher plus vite les cheveux, tu envoies de l'air, donc du vent, de l'air, en mouvement, et en plus un peu chaud. Et donc, l'eau, vous voyez,
Là, les molécules, elles s'en vont, et donc l'eau liquide dans tes cheveux, vous voyez, s'évapore d'autant plus vite. Donc, vous voyez ces considérations thermodynamiques, moi je les trouve tout à fait passionnantes, parce qu'elles expliquent tout un tas de phénomènes de la vie de tous les jours. Pour finir, et ça, pour beaucoup, ça va être un scoop, oui, peut-être même sur Internet, on ne sait pas, ça fera le buzz, on ne sait jamais. Hein. Vous savez ce que la plupart des gens ne savent pas, et même des fois des chercheurs, des collègues, c'est que ce phénomène se produit aussi sur les solides. C'est pour ça que la sublimation existe. Si cet hiver, nous avons la chance d'avoir quelques jours des températures négatives, je vous propose de faire cette expérience. Vous prenez un parpaing de glace, 100 grammes, très précisément, vous avez une balance de cuisinière précise, vous pesez 100 grammes, vous le prenez vite, hein, et vous le mettez dehors, à moins 5. À moins 5, l'eau, la glace ne fond pas, vous êtes d'accord? Et vous le laissez pendant 3 jours à l'extérieur, et vous le repesez 3 jours après. Et vous verrez qu'il y a une partie de la glace qui aura disparu par le phénomène de sublimation. Ça veut dire que au-dessus de ce parpaing de glace, il y a aussi des petites molécules tout autour, comme ça, avec une pression encore plus faible. Et les pressions sont données sur le diagramme pression-température que je vais introduire maintenant dans la vidéo, ici, là, d'accord? Je vous rappelle, quand vous allez vers l'état solide, les pressions sont de plus en plus faibles. Mais elles ne sont pas nulles. Elles ne sont pas nulles. Ça veut dire que même ici, là, vous voyez, le polymère qui recouvre ce bureau, la plupart d'entre vous, vous pensez qu'il n'y a aucune molécule de ce polymère qui passe dans l'air. Eh bien, vous vous trompez. Il y a une toute petite pression de vapeur saturante, même de ce polymère-là, d'accord, dans l'air. Pas beaucoup. Ça veut dire que là, dans 3 jours, hein, vous n'arriverez pas à mesurer la différence de masse. Mais si vous revenez dans 1 milliard d'années, bon, je ne suis pas sûr que cet amphi existe encore, vous verrez que le polymère, là, aura disparu. Et il aura disparu par évaporation extrêmement lente, parce que sur toute matière, ton ordinateur, hein, tout ce qui est solide, comme tout ce qui est liquide, il y a toujours une petite pression de vapeur saturante. Quelques molécules. Mais vous vous souvenez, il y a une quantité phénoménale d'atomes et de molécules ici. Donc s'il y en a, je ne sais pas, quelques-uns par jour qui s'en vont, qui se font la malle, il faut attendre très 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 longtemps pour que ce soit mesurable à notre échelle. Mais vous verrez, vous serez surpris. Quand à partir de la semaine prochaine, ou la fois d'après encore, nous parlerons de certaines constantes d'équilibre de précipitation, on aura des constantes avec des puissances 10, moins 49, et qui pourtant sont mesurables expérimentalement. Vous voyez ? Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours enseigné, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Ça veut dire que la matière qui semble figée là, à notre échelle, ne l'est pas. Il y a toujours une transformation. Certaines fois, c'est mesurable à notre échelle de temps. Quelquefois, ce n'est pas mesurable. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas mesurable que ça n'existe pas.